J'espère que tout roule pour vous. Tenez-vous bien, parce que ce qu'on vient d'apprendre est tout simplement explosif. On parle là d'un dossier brûlant, peut-être même l'un des plus corrosifs qui continue, et continuera sans doute, à empoisonner les rapports déjà fragiles entre Paris et Alger. Bien avant que l'affaire des DZ ne défraye la chronique, souvenez-vous, un autre scandale avait éclaté, celui d'un ingénieur en informatique, binational franco-algérien, cueilli par les autorités françaises lors de la seconde semaine de mars. Pourquoi? Accusé d'avoir transmis des données sensibles à une puissance étrangère, à savoir l'Algérie, concernant des figures de l'opposition algérienne réfugiées sur le sol français. Ce n'est pas tout. Ce fameux espion de Bercy a même été pris en flagrant délit, piégé en caméra discrète par les équipes du célèbre magazine Complément d'enquête, diffusé sur France 2 le jeudi 22 janvier dernier. Oui, tout ça est bien réel. Jeudi dernier, j'espère que tout roule pour vous. Tenez-vous bien, parce que ce qu'on vient d'apprendre est tout simplement explosif. On parle là d'un dossier brûlant, peut-être même l'un des plus corrosifs qui continue, et continuera sans doute, à empoisonner les rapports déjà fragiles entre Paris et Alger. Bien avant que l'affaire des DZ ne défraye la chronique, souvenez-vous, un autre scandale avait éclaté, celui d'un ingénieur en informatique, binational franco-algérien, cueilli par les autorités françaises lors de la seconde semaine de mars. Pourquoi? Accusé d'avoir transmis des données sensibles à une puissance étrangère, à savoir l'Algérie, concernant des figures de l'opposition algérienne réfugiées sur le sol français. Ce n'est pas tout. Ce fameux espion de Bercy a même été pris en flagrant délit, piégé en caméra discrète par les équipes du célèbre magazine Complément d'enquête, diffusé sur France 2 le jeudi 22 janvier dernier. Oui, tout ça est bien réel. Jeudi dernier, l'équipe de Complément d'enquête n'a pas perdu de temps. Elle s'est rendue directement à la rencontre de ce fameux binational franco-algérien, désormais tristement célèbre. Déjà dans le collimateur de la justice pour avoir transmis à une puissance étrangère, devinez laquelle, des renseignements jugés essentiels pour la sécurité nationale française. Non seulement il aurait informé des services extérieurs, mais il se serait même investi dans des activités de surveillance au profit de cette même puissance. Son inculpation, datée du 19 décembre 2024, n'a été révélée au grand public qu'au tout début mars 2025, relayée par l'AFP, Le Parisien et d'autres médias hexagonaux. Derrière cette arrestation spectaculaire, c'est la DGSI, l'arme secrète du contre-espionnage français, qui a ficelé tout le dossier. Ce sont eux qui l'ont cueilli, interrogé et surtout poussé dans ses retranchements jusqu'à ce qu'il crache le morceau sur ses petites affaires avec les barbouzes d'Alger. Pendant son intervention, disons-le franchement, c'est le moment le plus percutant de tout le reportage de Complément d'enquête, même si tout le monde ne parle que de la séquence où DZ insulte Abd en le traitant de voyou, il y a eu une déclaration glaçante qui, à mes yeux, vaut bien plus. Ce fameux agent de Bercy, les yeux dans les yeux avec la caméra, avoue sans détour avoir cédé sous pression. Il parle de chantage, de menaces, de manipulation orchestrée par les services de renseignement algériens. Et comme ses parents résident encore au pays, le levier émotionnel a été bien utilisé. Il dit avoir balancé des dossiers ultra précis sur des opposants algériens en exil parce qu'il n'avait pas le choix. Le plus troublant? Ces fuites ont mené à des conséquences bien réelles. Intimidation, agression, enlèvement. Plusieurs figures de l'opposition ont payé très cher ces informations livrées à un régime qui ne pardonne pas. Parlons un instant de Mohamed Safwaoui, un confrère qu'on ne présente plus dans le paysage journalistique français. Qu'on l'admire ou qu'on le critique, qu'on partage ses prises de position ou qu'on s'en éloigne, une chose est sûre, le gars connaît son sujet sur le bout des doigts, surtout quand il s'agit du feuilleton explosif MRDZ. On peut tiquer sur ses analyses parfois tranchées concernant le régime algérien, mais il faut lui reconnaître un talent rare pour dénicher des infos béton, des scoops bien recoupés et sourcés avec sérieux. Et quand on sait qu'il a ses entrées dans les coulisses des services de sécurité français, on comprend vite que ces révélations ne tombent pas du ciel. D'ailleurs, dans une de ses dernières vidéos, que j'ai revue récemment, il balance un détail capital. Le fameux informaticien franco-algérien n'a pas seulement agi par peur ou sous contrainte. Non. Le bonhomme s'était carrément lié d'amitié avec les grands pontes du renseignement algérien. Ambiance. Des voyages en Algérie?
Il n'en a pas fait qu'un. Ce monsieur y a mis les pieds plusieurs fois et pas pour des vacances en famille. Non, il a même été reçu comme un VIP par nul autre que le général-major Mohamed Jabbar, ex-patron du renseignement extérieur algérien, la fameuse DDSE, entre 2022 et 2024. Alors, vous m'excuserez, mais quand quelqu'un prétend avoir été forcé, manipulé, pris à la gorge, et qu'on découvre qu'il est allé serrer la main des chefs des espions de son propre chef, ça fait quand même des ordres, non? Et tenez-vous bien, selon les révélations de Mohamed Safouaoui, notre informaticien malheureux ne s'est pas contenté de quelques réunions diplomatiques. Il aurait reçu des offres mirobolantes. On lui aurait promis monts et merveilles, de l'argent à l'appel, des contrats publics en or massif et même l'opportunité de monter sa propre boîte sur le sol algérien. En prime, l'immunité totale, la vie rêvée, le tapis rouge déroulé. Difficile de dire non quand le pouvoir vous déroule ainsi le luxe et l'impunité. Ce qu'on a découvert là, c'est un vrai pavé lancé dans les eaux déjà troubles des relations franco-algériennes. Et croyez-moi, ce n'est pas une rumeur de comptoir. Après avoir échangé avec plusieurs sources fiables et avoir reparlé directement avec Mohamed, je peux aujourd'hui confirmer, et j'insiste malheureusement, que tous ces éléments sont bel et bien authentiques. L'homme au cœur de cette affaire, ce n'est pas un petit Français né dans le 93 comme certains pourraient l'imaginer. Non, c'est un Algérien pure souche, né là-bas, qui a ensuite immigré jeune en France. Il a fait ses études ici, s'est marié, a construit sa vie, a été naturalisé, puis a bossé dans plusieurs administrations françaises stratégiques, dont l'OFII et surtout le très puissant ministère de l'Économie. Et ce n'est pas tout. Entre 2023 et 2024, le monsieur a voyagé au moins 3 fois en Algérie. À chaque fois, c'est un certain Bouziz Oussamdine, vice-consul d'Algérie à Créteil à l'époque, mais surtout colonel de la DDSE, qui lui déroulait le tapis rouge. Leur relation, très personnelle, très rapprochée, au point de créer une proximité ambiguë. Pas de pression ni de menace à l'origine, non. Selon nos informations, tout aurait commencé avec des services rendus, notamment dans des domaines sentimentaux, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, du petit arrangement affectif aux faveurs bien ciblées, il n'en a pas fallu plus pour que l'informaticien tombe sous le charme des barbouzes algériens. Séduit et chouchouté, il est invité à Alger, emmené par son ami le vice-consul, puis introduit au sommet de la hiérarchie des renseignements, au général-major Mohamed Jabbar lui-même, une figure incontournable, proche du cœur du pouvoir, avec accès direct à Saïd Chengria et aux cercles les plus fermés du régime Tebboune. Et là, jackpot. On lui propose de créer une boîte en Algérie pour décrocher des marchés publics juteux. Oui, rien que ça. Objectif, le fidéliser, l'attacher durablement au système. Le transformer, en somme, en une pièce essentielle d'un vaste échiquier politique. Voilà comment il comptait l'avoir dans la poche. En le dorlotant avec un mode de vie bien confortable, financé sans limite et surtout en l'incitant à monter une petite équipe de pirates informatiques, une cellule bien discrète, installée en plein cœur de la France, mais agissant sur commande contre des cibles soigneusement choisies, françaises ou étrangères, selon les instructions des services de renseignement algériens. Et le plus fou, il n'a jamais opposé de refus. Ce n'était pas une affaire de menace au départ. Non, le gars, il s'est laissé séduire. Il est tombé dans une machination bien huilée, un jeu trouble d'intérêts croisés, où l'appât du gain et de la reconnaissance semblait lui suffire. Il croyait dur comme fer à ce qu'il faisait. Il y voyait presque une mission. Mais très vite, le rêve doré a commencé à virer au cauchemar. Ce qu'il pensait être un simple rôle de messager, transmettre des infos, des adresses, repérer quelques figures de l'opposition, s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus sombre. On a commencé à lui demander l'impensable. Pénétrer des bases de données sensibles, pirater des comptes personnels de responsables français, attaquer des infrastructures numériques de l'État. Et là, il a flanché. La peur a remplacé l'enthousiasme. Il a tenté de ralentir, mais c'était trop tard. Les services de contre-espionnage français avaient déjà capté les signaux. Car si certains dorment sur leurs 2 oreilles, ce n'est clairement pas le cas de la DGSI. Eux, ils veillent au grain.
Peut-être que, sur ce coup-là, les services français se sont laissés surprendre. Une première faille dans la vigilance qui s'explique sans doute par un détail anodin. Ce fameux informaticien, rappelons-le, est algérien d'origine. Et c'est sous ce prétexte banal, renouvellement de passeport, démarches administratives, procuration pour une affaire familiale, qu'il se rendait régulièrement au consulat d'Algérie à Créteil. Tout semblait normal, du moins assez discret pour ne pas éveiller de soupçons. Et c'est là que le piège s'est refermé. Dans l'enceinte d'une représentation diplomatique, lieu protégé par l'immunité, les services français n'avaient ni les yeux ni les oreilles. Trop subtil, trop bien ficelé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car en dehors des murs du consulat, des rencontres secrètes se sont multipliées. Des échanges confidentiels ont eu lieu et plusieurs voyages, aux intentions bien floues, ont été organisés. C'est à ce moment-là que les signaux d'alerte ont commencé à clignoter. C'est pendant qu'il officiait tranquillement à Bercy, tout en entretenant ses liens avec Alger, que les services de contre-espionnage français ont commencé à le pister. Discrètement, mais sûrement. Une enquête minutieuse a été lancée, filature après filature, jusqu'à l'arrestation. Et là, vous allez sûrement me demander, mais enfin, Abdou, comment se fait-il que ce type, impliqué jusqu'au cou avec les services secrets algériens, ne soit même pas derrière les barreaux? La réponse, tenez-vous bien, est d'une simplicité presque agaçante. Il a collaboré. Oui, dès qu'il a été cueilli, il s'est mis à table, sans résistance. Il a tout raconté, les noms, les contacts, les méthodes, les rendez-vous. Il a reconnu avoir été approché, enrôlé et plus tard, c'est lui-même qui le dit, manipulé par le chantage. Mais attention, pas dès le départ. Au début, il ne subissait rien du tout. Il y trouvait son compte. Il y allait volontairement. L'alliance n'était pas forcée, elle était consentie. Il est temps d'appeler un chat un chat. Ce fameux informaticien de Bercy, qu'il arrête de nous jouer la carte de la victime candide. Il n'a pas été traîné de force, il n'était pas perdu. Non, il savait très bien ce qu'il faisait, parce qu'il y trouvait son compte. Des intérêts bien personnels, bien matériels. Il avait des appuis solides, des relations proches avec des figures influentes du renseignement algérien. Tout roulait pour lui, jusqu'au jour où le ton a changé. Ce n'est que lorsque les demandes sont devenues sérieuses, quand on a commencé à lui confier des missions à haut risque, comme pirater des bases de données sensibles, infiltrer des systèmes critiques ou cibler des personnalités françaises, que le malaise s'est installé. Là, soudain, l'euphorie s'est transformée en stress. Tant qu'il se contentait de balancer des infos sur quelques opposants algériens, ce n'était pas trop gênant pour lui. C'était soft à ses yeux. Mais une fois que la ligne rouge a été franchie, le jeu est devenu trop dangereux, même pour lui. Il l'a dit lui-même dans Complément d'enquête. Il avait une petite amie, une relation plutôt intime, qui travaillait toujours à l'OFII. Et grâce à ce lien, il a eu accès à des fiches sensibles, des fiches comme la mienne, comme la vôtre peut-être. En France, dès qu'on entame des démarches pour un titre de séjour, une demande d'asile ou une régularisation, tout passe par l'OFII. Et cette institution détient une véritable mine d'or. Adresse personnelle, revenus, situation familiale, statuts administratifs, bref, de quoi dresser un portrait complet de chaque migrant. Autant dire qu'au début, espionner des opposants algériens en exil, pour lui, c'était une promenade de santé. Rien de compliqué, rien de dangereux. Et franchement, je le pense sérieusement, s'il s'était contenté de ça, s'il avait juste livré quelques noms d'activistes, il serait probablement encore tranquille aujourd'hui. Mais non, il est allé plus loin, trop loin. On lui a ensuite demandé de viser des Français, des vrais, des figures publiques, des responsables, des institutions. Là, il a compris que le jeu changeait de niveau. Car surveiller Abdirdé Z, Benzara ou d'autres exilés, ce n'est pas comme s'attaquer au rouage de l'État français. Nous, on est juste des étrangers paumés. Pas députés, pas ministres, pas préfets. Mais dès que la cible est tricolore, qu'elle porte une fonction officielle, qu'elle incarne la République, le risque explose. Et là, ce petit espion en herbe a réalisé qu'il n'était pas fait pour jouer dans la cour des grands. Il n'était pas un James Bond, juste un pion qu'on comptait presser jusqu'à la dernière goutte, puis jeter, quitte à le sacrifier. Voilà pourquoi cette affaire dépasse largement le simple récit d'un traître.
C'est une opération de manipulation, de compromission et peut-être même une attaque coordonnée contre l'État français. C'est là que la DGSI a sorti les griffes. Dès qu'ils ont eu de quoi agir, ils l'ont cueilli net. Et sans surprise, une fois entre leurs mains, notre informaticien a parlé, vite, très vite. Pourquoi? Parce qu'il tremblait, littéralement. La peur des représailles venues d'Alger le rongeait. Il craignait que les services secrets algériens le fassent taire, définitivement. Alors, pour le rassurer, la France lui a tendu un deal. Protection assurée, pas de prison, à condition de tout balancer. Et il n'a pas hésité. C'est comme ça que le scandale de l'espion de Bercy a éclaté au grand jour. Pour rappel, tout a explosé début mars 2025, bien avant que l'affaire MDZ ne secoue l'opinion. Ce que peu de gens savent, c'est que l'inculpation de l'espion de Bercy n'est pas un détail secondaire, mais bel et bien le point de départ de tout. Le véritable déclencheur. C'est à partir de là que les langues ont commencé à se délier, que les dossiers ont commencé à fuiter. Le parquet de Paris l'a d'abord placé sous contrôle judiciaire. Ensuite, l'affaire a été récupérée par le parquet national antiterroriste qui l'a rattachée à l'enquête plus large sur le réseau MDZ. Résultat, 2 affaires devenues une seule. 2 dossiers fusionnés, gérés conjointement par 2 juges d'instruction, traités désormais sur un pied d'égalité. Ce n'est plus un simple fait divers, c'est une affaire d'État. Et puis, l'affaire a éclaté dans les médias. Du jour au lendemain, son nom a circulé partout, mais son avocat, maître Fabien Aracléon, est resté muet comme une tombe. Aucun commentaire. Pendant ce temps, la presse des 2 rives, côté français comme algérien, s'en est donnée à cœur joie, révélant des éléments de plus en plus troublants. Parmi eux, un détail croustillant. Notre homme aurait exploité les liens très personnels qu'il entretenait avec une employée franco-algérienne de l'OFII, avec qui il partageait apparemment bien plus que des cafés, pour soutirer des infos confidentielles sur les opposants algériens réfugiés en France. Et ce qu'on découvre, c'est que ce dossier, qu'on croyait déjà sale, l'est encore plus qu'on l'imaginait. C'est un véritable nid à scandale. Premier point, il ne s'agissait pas seulement d'espionner des dissidents, mais carrément de s'en prendre à des figures de la République, à des institutions françaises. Deuxième point, il a reçu la promesse d'un train de vie princier, financé par Alger. Argent, privilèges, passe-droit. Troisième point, il a été reçu au sommet, littéralement. On ne parle pas ici d'un petit intermédiaire. Alors, j'aimerais bien franchement que les autorités algériennes nous donnent enfin des réponses claires. Certains diront, c'est le jeu d'espionnage, tout le monde fait ça. D'accord, c'est vrai. Mais encore faut-il ne pas se faire manipuler comme un débutant. Et surtout, la vraie question reste, dans quel but? Quand on commence à fouiller dans les affaires internes d'un autre pays, à violer sa souveraineté, à envoyer des taupes pour collecter ou pirater des données sensibles, on ne joue plus dans la cour des alliés, mais dans celle des ennemis. Et là, ce qui choque, c'est qu'on parle de la France. Pas d'un État jugé hostile, pas d'un rival stratégique comme Israël ou le Maroc. Non, la France, officiellement qualifiée de partenaire, d'amis. Et pourtant, au lieu de se contenter d'observer quelques militants en exil, l'objectif était clairement plus ambitieux. Obtenir des fichiers confidentiels ciblés des citoyens français. Et selon nos sources, certaines de ces informations ont bel et bien été transmises. Alors là, difficile de parler encore de simple surveillance. Ce qu'on découvre, c'est que cette affaire n'était pas juste une opération d'espionnage classique. Elle s'inscrivait dans une logique bien plus vaste, bien plus structurée. Une stratégie d'influence, voire de déstabilisation, orchestrée par le régime de Tebboune ou, à tout le moins, par ses services secrets. Le but n'était pas uniquement de museler les opposants algériens. Non, il s'agissait aussi et surtout de mettre la pression sur l'appareil étatique français. Et là, on ne parle plus de petits jeux diplomatiques. Là, on entre dans une zone rouge, une zone où les actes prennent des allures de provocation directe. Une zone où certains n'hésitent pas à dire « on frôle » ou même « on franchit la ligne rouge d'un acte de guerre ». Appelons des choses par leur nom. Ce n'est plus du renseignement,
c'est un acte de guerre. Infiltrer les structures officielles d'un État étranger, tenter de les affaiblir de l'intérieur, manipuler des données ultra-sensibles pour semer l'instabilité, ce n'est pas une opération banale, c'est une agression pure et simple. Et pendant que le régime Tebboune joue les victimes sur la scène internationale, criant à l'ingérence étrangère, les faits montrent exactement l'inverse. C'est lui qui attaque, pas l'inverse. L'affaire de l'espion de Bercy met un grand coup dans le décor bien huilé de la communication officielle. Le récit fabriqué par la propre